On a déjà passé un petit peu de temps assis. Je propose qu'on se lève. Voilà. Et on va tous se tourner vers sa droite. Poser les mains sur les épaules de son voisin et les masser. Voilà, allez-y. Voilà, rassurez-vous, on va se tourner après, mais voilà, faites une chaîne. Voilà, ça va faire du bien déjà pour commencer. Ah oui, hein, un vendredi soir. Voilà. Profitez bien. Et maintenant, avec le bout des doigts, vous allez tapoter un petit peu, là. Poc, 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 comme ça, là. Picorer l'épaule, voilà, tapoter, voilà. Allez-y, voilà. Hein, ça fait du bien, hein. On va faire demi-tour après, vous en faites pas. Allez, on fait demi-tour. Et voilà, vous changez de côté. Et à l'autre. Voilà. Allez, petit massage d'épaule. Voilà, petit massage d'épaule. Très bien. Allez-y en profondeur. Bien se détendre. Ah oui. Allez, puis on tapote un petit peu. Voilà, on picore. Allez-y, allez-y. Ça va faire comme ça avec la voix. Super. Ben, installez-vous confortablement quand vous avez fini. Alors, donc, je m'appelle Jean-François Noubel, et je pensais justement sur la question d'il y a 20 ans. Eh bien, il y a 20 ans, je faisais partie des quelques personnes qui ont lancé Internet en France. À travers une start-up américaine qui s'appelait AOL à l'époque, qui a fait beaucoup de bruit pendant quelques années, qui a démocratisé en tout cas Internet dans de nombreux pays. Et moi, ça m'a donné une expérience assez extraordinaire, celle de voir comment une technologie complètement disruptive pouvait changer un pays entier. Donc je fonctionnais à l'échelle d'un pays, la France, et ça m'a donné quelques années plus tard envie de tout lâcher, de lâcher ma vie corporate, que j'ai continué dans d'autres grandes boîtes par la suite, et de m'intéresser uniquement à ce sujet, l'intelligence collective. Alors pourquoi l'intelligence collective ? Ben déjà, bon, ça touchait à quelque chose qui me fascinait personnellement depuis l'enfance, mais surtout de comprendre à quelles conditions un collectif se met à exister en tant que tout. Un petit peu comme lorsque nos cellules s'assemblent, eh bien, il y a un corps humain et il y a quelque chose qui transcende ça, il y a une autre réalité qui émerge. Et je faisais le constat que Internet, non seulement ça nous amenait vers une autre civilisation, mais très probablement vers l'évolution de notre espèce. Donc souvent on dit qu'il y a notre société qui évolue, oui bien entendu, mais il y a beaucoup plus que ça et je voudrais partager ça. Donc j'ai commencé ces recherches et j'ai vraiment plongé dedans. Et effectivement, ça m'a amené à me dire, ok, il y a toute la partie scientifique dont je vais vous parler, parce que ça relève d'une nouvelle discipline de recherche à part entière, comme en son temps la sociologie ou l'anthropologie. Ça apparaît comme une nouvelle discipline de recherche, avec son langage, son vocabulaire précis, ses aspects théoriques, pratiques, etc. Donc je voulais bien entendu développer cette partie-là, mais aussi me rendre compte de ce que cela fait sur nous en tant que personne. Et donc ne pas rester simplement académique, mais de voir comment moi, je pouvais aussi évoluer en tant qu'être humain. Et qu'avons-nous comme possibilité pour évoluer? Et ça veut dire quoi évoluer également? Alors je vous propose de couvrir ces sujets-là et de le faire en deux temps. La première partie, de vous donner quelques éléments de base pour comprendre ce que veut dire l'intelligence collective. Notamment, vous parlez des différentes formes d'intelligence collective qui existent, ça commence par ça. Et puis, dans un deuxième temps, se poser la question de en quoi nous, êtres humains, individus, ça nous concerne, et il y a quoi qui va éventuellement changer en nous, que l'on peut faire changer déjà aujourd'hui, et ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors, je commence par la première partie, l'intelligence collective. On n'a pas de définition, en fait. Je ne vais pas vous donner une définition, parce qu'on n'a pas de définition de l'intelligence, tout court. On peut parler de manifestation de l'intelligence. On sait quand il y a de l'intelligence. Et bien de la même façon, on sait quand il y a de l'intelligence collective, et ça se manifeste lorsqu'on voit un groupe d'individus en train d'accomplir un objectif dans un contexte complexe, inattendu, chaotique. Et ça tient autant pour des fourmis. On voit bien lorsque des fourmis commencent à couper en pièces détachées un insecte et puis à l'amener dans la fourmilière, on voit bien qu'il y a de l'intelligence collective. On voit bien qu'il y a de l'intelligence collective partout dans la vie, et en fait, l'intelligence collective fait partie du vivant social. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective. Ça commence par les bactéries, ça commence par nos cellules, et bien entendu, toutes les formes de vie que l'on peut voir, intra-espèces et interespèces. Alors,
je vais vous parler des 4 grandes catégories d'intelligence collective, des 4 grandes formes, en vous disant qu'il n'y a pas de frontière nette entre chacune d'entre elles, il y a un continuum. Je vais commencer par la première, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Alors là, vous n'avez pas un essaim de poisson, vous avez un banc de poissons, mais ça veut dire la même chose en fait. En fait, c'est à chaque fois que vous avez un grand nombre d'individus ensemble, vous savez, il peut s'agir d'un grand troupeau, vous savez ces immenses nuages, ces vortex des tourneaux qu'on voit, donc banc de poissons, fourmilières, tous les insectes sociaux, à chaque fois que vous avez un grand nombre d'individus ensemble, et on voit bien qu'il y a une cohérence d'ensemble. Il n'y a pas un chef en haut qui dit « toi tu vas faire ça, ça et ça », il y a autre chose qui fonctionne, il y a une cohérence qui fonctionne, qui reste encore un petit peu mystérieuse. Autre caractéristique de cette forme d'intelligence collective, l'individu a peu de marge de manœuvre. Il a une faible individuation. Finalement, quand on regarde la fourmi ou le poisson, par design ou par circonstance, finalement, il suit un petit peu le lot. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et pourtant, au niveau collectif, quelque chose de très intelligent peut se passer. Quoi de plus intelligent qu'une fourmilière? On voit à quel point les fourmilières représentent un tout extrêmement cohérent, extrêmement apprenant, extrêmement adaptable. Alors, je vais vous poser une question. Cette forme d'intelligence collective existe-t-elle chez nous, les humains? Alors oui. Quand? À quel moment? Dans les stades de foot. Stade de foot? Ah, ouais. Les crises. Manifestations. Ouais. Pardon? Ça existe, oui. Maintenant, vivons-nous tout le temps sous cette forme-là? Non. Hein? Pas tout le temps, voilà. Alors effectivement, chez l'humain, ça se manifeste dans des circonstances particulières. Par exemple, ici, vous avez une photo du marathon de New York, avec des dizaines de milliers de personnes qui courent. Et là, non pas par design comme la fourmi ou le poisson, mais par circonstance, on se trouve dans un contexte où on a une faible marge de manœuvre, en gros, on court, et on va dans le même sens, et on n'a pas une marge de manœuvre extraordinaire. Même chose pour une manifestation, ou un mouvement de panique, de foule, etc. De manière un peu moins rigolote, peut-être certains d'entre vous qui ont connu ça ce soir, et oui, le trafic, on se trouve enfermé dans sa petite bagnole ou ses transports en commun, et on perd notre marge de manœuvre, ça nous fait rager. Et pourtant, au niveau collectif, il y a quand même chaque jour une ville qui se vide, qui se remplit et qui se vide. Essayez de planifier ça. Donc vous voyez qu'au niveau émergent, alors qu'au niveau individuel, il n'y a pas forcément une grande marge de manœuvre, au niveau émergent, au niveau du tout, il peut y avoir quelque chose de très intéressant. Voilà pour cette première forme, probablement la plus ancienne que nous connaissions dans le vivant animal en tout cas. Et je vais passer à la suivante, la deuxième, qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Pourquoi? Parce que nous venons de ça. Tout de suite, on a tout de suite quelque chose d'empathique qui se joue en nous, qu'on regarde un troupeau d'éléphants, un groupe d'éléphants, ou un clan de félins, ou un groupe de dauphins. On sent tout de suite quelque chose qui se connecte à nous. Et là, cette forme d'intelligence collective fonctionne un petit peu à l'inverse de la précédente, parce qu'on a un faible nombre d'individus, mais très individués. On voit bien que chaque singe ici a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'une fourmi. Donc petit groupe, très individué, et transposé à l'humain, voilà un cas, on va dire, d'intelligence collective originelle qui marche très bien, le groupe de jazz. Et je vous invite vraiment à la regarder, cette photo, parce qu'elle nous dit plein de choses. Vous auriez envie de la commenter comment, cette photo-là? Je voudrais entendre quelques retours de votre part. Vous voyez quoi? Par empathie, par... Alors, de l'écoute, oui. Une alliance. Chacun concentré sur son propre instrument. Oui, je répète, pour que chacun entende, oui. D'autres choses? Des regards vers la chanteuse, oui. Un tout, oui, un orchestre, oui. Une concentration profonde. Une concentration profonde. Vous voyez, donc, oui. Des liens, tout à fait. Donc moi j'adore cette image, il s'agit d'un groupe français des années 60, j'ai même retrouvé la personne qui a fait la photo, tellement j'ai trouvé cette photo extraordinaire. Alors vous voyez, je vous disais, dans cette intelligence collective originelle, on a une grande individuation. Là déjà, on voit bien que chaque musicien joue d'un instrument particulier, doit avoir ses compétences dans son instrument, et en plus une personnalité par rapport à... On change un joueur, ça se trouve, toute la configuration du groupe change. Et on a une deuxième caractéristique très importante, je vais insister là-dessus, je vais vous dire un mot un peu scientifique, qu'on appelle l'holoptisme. Holoptisme du grec holos,
holistique et optisme, ou optique en grec ancien. Ça veut dire voir le tout. Cette caractéristique eh bien, fait que, si je reviens là sur ma photo, ce qui fait la compétence d'un joueur ou d'un musicien, on pourrait dire la même chose d'une équipe de sport, tient à deux choses. D'abord, sa capacité à jouer de son instrument ou à jouer le ballon, la capacité technique, et deuxièmement, sa capacité à se relier au tout. Sentir le tout. Et je ne parle pas simplement de transparence. On voit très bien que chaque joueur ici peut tout à fait dissocier et savoir ce que tous les autres jouent sans même les voir. Mais en plus de cette transparence-là, il y a cette connexion au tout. D'ailleurs, quand on regarde un match de foot ou peu importe de sport, il y a les coachs sur le côté. Ils ont le rôle de l'opticien. Ils ne jouent pas le ballon, mais ils jouent la connexion entre l'individu et le tout. Ils vont faciliter cet aller-retour permanent. Et là, cette propriété a ceci d'intéressant qu'on se trouve dans un contexte où il n'y a pas de conflit entre le niveau individuel et le niveau collectif. Ils se nourrissent mutuellement. En fait, l'individuation même va servir la diversité. Cette diversité va servir le collectif qui lui-même va renvoyer des informations pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Donc on ne se trouve pas dans une chaîne de commandement. Il peut y avoir des leaderships. Attention, je fais bien la différence entre pouvoir et autorité, qu'on a l'habitude, je vais en parler après, dont on a l'habitude, mais là je parle de leadership, on a un leadership tournant, c'est encore mieux sur un groupe de sport où la balle tourne, et si j'ai la balle à un moment, en tant qu'ailier droit, eh bien, je vais prendre le leadership pendant quelques secondes. Voilà pour cette intelligence collective originelle, et j'insiste dessus parce que nous avons des corps, des cerveaux, des structures faites pour ça, raison pour laquelle, même dans des grands groupes, on se trouve dans des petites salles de réunion où on va fonctionner en intelligence collective originelle. On a ce qu'on appelle des comités de direction. Des gens qui, même dans une boîte de 30 000 personnes, vont se retrouver en petits groupes pour fonctionner comme ça. Et on prend des avions pour se retrouver dans ces configurations-là. Donc pour dire à quel point on a ça dans notre ADN, dans notre structure cognitive. Alors maintenant, si ce groupe grossit, il y a de plus en plus de musiciens. Il va se passer quoi? On évolue vers quoi à ce moment-là? Split into different groups, donc se séparer en différents groupes, et ça on le voit dans la nature. Effectivement, un clan de félins devient un peu trop grand, il y a deux jeunes mâles qui vont venir, aller voler quelques femelles au clan voisin, et hop, voilà un nouveau clan qui se fait. Donc splitting, se séparer, constitue une stratégie que l'humanité a faite pendant très longtemps d'ailleurs, puisque des villages devenant plus gros ont commencé à essaimer un petit peu partout. Tout à fait. Première stratégie. Deuxième stratégie, on passe exactement à l'orchestre philharmonique, donc une autre structure, et ça nous fait passer dans la troisième forme d'intelligence collective, l'intelligence collective pyramidale. Et là, tout à fait différente. Alors je vais en parler bien entendu de cette intelligence collective pyramidale, mais avant, déjà parler un petit peu de cette transition vient très probablement de la première grande crise de l'humanité qu'on ait pu connaître. Sauf qu'elle a dû s'étaler sur des milliers d'années. Alors que se passe-t-il? L'homme, après avoir commencé une expansion nomade de chasseurs-cueilleurs, se sédentarise, après avoir découvert l'agriculture. D'accord? Il découvre l'agriculture, donc se sédentarise, et là on a une explosion démographique, toute proportion gardée bien entendu, une explosion démographique, et donc des villes qui commencent à émerger, et donc une explosion de complexité systémique. Et donc la tradition orale, le fait de se parler simplement dans l'oralité ne suffisait plus. Trop de complexité. Et là, il y a une invention disruptive, extraordinaire, qui a tout changé, à votre avis, l'écriture. L'écriture, soudainement, permettait de transporter le signal, le message, et dans l'espace, et dans le temps. On n'a plus besoin de se trouver en proximité pour faire circuler l'information, et dans le temps, évidemment, ça reste sur un support, et ça peut se transmettre dans les années et dans les générations. Et ça a permis l'éclosion de collectifs à intelligence collective pyramidale. Alors, quelles caractéristiques ça a, cette intelligence collective pyramidale? Premier avantage déjà, ça permet de réunir un très grand nombre de personnes. Partout où l'intelligence collective pyramidale a émergé, on voit la naissance des grandes civilisations et de travaux pharaoniques, qu'il s'agisse de grandes murailles de Chine, de pyramides, et donc de constructions extraordinairement complexes et qui demandent la mise en place, la mise en mouvement, la mise en synchronisation
parfois de dizaines de milliers de personnes, donc sur des échelles qui n'avaient évidemment rien à voir auparavant. Donc première chose, le nombre. Autre caractéristique aussi dans ce que l'intelligence collective pyramidale a réussi à faire, elle a linéarisé le temps. Linéariser le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 2 ans, j'aurais fait telle chose. Dans 6 mois, j'aurais fait telle chose. Si vous allez voir les peuples premiers, les peuples qui ne connaissent pas l'intelligence collective pyramidale, il en reste quelques-uns encore aujourd'hui, mais dans leur langue, ils n'ont même pas de langage de temps linéaire. Le temps linéaire relève de quelque chose de culturellement acquis. Parce que si on se base sur notre perception sensorielle, nous on voit quoi sensoriellement? On ne voit que du temps cyclique. On voit le jour et la nuit, on voit la lune et le soleil, on voit la vie et la mort, on voit les saisons. Donc sensoriellement, on ne perçoit que des choses cycliques. Donc il a fallu un sacré saut quantique, quelque part de l'intellect, pour commencer à construire une vision linéaire du temps, et sur laquelle on peut faire donc des projets, séquencer des projets, et ça constitue une des grandes réalisations de l'intelligence collective pyramidale. Alors avec ça viennent bien entendu les monnaies, puisque sur un support, on va aussi écrire des dettes. On va écrire, voilà, je t'ai fait ça, donc tu me dois tant, et la dette écrite peut se transporter d'une main à l'autre, et donc ça devient de la monnaie qui circule. Il faut savoir que en fait, la naissance de la monnaie vient de l'écriture, de la mémorisation de la dette, qui peut se transmettre ensuite de main en main. Et donc ça a aussi ouvert le marché, l'économie de marché, qui existe depuis la naissance de l'intelligence collective pyramidale. Alors cette intelligence collective pyramidale, comme toute chose, elle a aussi un coût. Rappelez-vous, je vous disais, l'intelligence collective originelle, elle a des limites. On en a cité une, à savoir la taille. Il y en avait une autre, je l'ai omise, mais je vais la dire maintenant. La distance. Voilà, l'espace, la distance. Ces gens-là, notre groupe de jazz où les joueurs de ballon auraient du mal à jouer s'il y avait trop de distance. Donc ça marche dans un espace relativement confiné. Donc voilà pour les 2 limites de l'intelligence collective originelle. Maintenant, l'intelligence collective pyramidale, elle aussi, elle rencontre des limites. Et nous rencontrons aujourd'hui, à notre époque, un deuxième choc systémique, gigantesque. Mais là, au lieu de se passer sur quelques milliers d'années, il se déroule sur quelques générations seulement. Donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, premier élément de ce choc systémique, il tient au nombre. Quand vous avez beaucoup de quelque chose, ça fait une explosion systémique. Quand vous avez beaucoup de membres d'une même espèce sur un même territoire, il y a une explosion systémique. Donc déjà, ça crée une explosion de complexité telle qu'aujourd'hui, l'intelligence collective pyramidale, de par sa structure, a beaucoup de mal à faire face. Elle a du mal à appréhender la complexité, et je vais argumenter ça sur un schéma un petit peu plus simple, ou on va dire plus réaliste, de l'intelligence collective pyramidale, qui se constitue en fait comme une pyramide d'intelligence collective originelle. Vous voyez par exemple dans une entreprise, vous avez le comité de direction en haut, et puis vous allez avoir différents départements, et puis différents services, et ainsi de suite. Alors, très schématique, parce que dans la réalité, vous avez bien entendu beaucoup plus de connexions que ça entre les gens, de l'amitié, des gens qui ont travaillé ensemble un certain nombre d'années, des projets transversaux qui vont mettre ensemble les différents services, etc. Mais fondamentalement, on a ce type de structure en silo et qui a très peu de capacité d'adaptation. L'intelligence collective pyramidale, elle fonctionne très bien dans des mondes stables, qui changent peu. Alors là, tout va bien. Mais elle a un mal fou à se réorganiser en temps réel, comme le fait une équipe de sport, par exemple. Elle se reconstruit sans cesse. Elle se restructure sans cesse. Les grandes entreprises aujourd'hui essayent de se restructurer sans cesse, sauf qu'elles ont un mal fou à suivre la rapidité du mouvement. Autre chose aussi sur les faiblesses de l'intelligence collective pyramidale, je parlais de complexité. Quand vous avez un monde incroyablement complexe, comment voulez-vous que les quelques personnes qui prennent les décisions tout en haut, aussi bienveillantes qu'on puisse les imaginer, aussi compétentes qu'on puisse les imaginer, comment voulez-vous qu'elles arrivent à embrasser le niveau de complexité qu'il y a dans le monde, à savoir en interne et en externe. Donc voilà, déjà, il y a structurellement une fragilité liée à la complexité. Et il y en a bien d'autres, des fragilités. Notamment, je vous parlais du temps linéaire. Et là, ça va intéresser particulièrement les coachs dans cette salle.
Le temps linéaire, je vous parlais aussi de chaîne de commandement. Une chaîne de commandement, elle marche grâce à quoi? Elle marche grâce au fait qu'on a des gens prévisibles. Vous prenez un enfant de 5 ans, vous avez un être parfaitement imprévisible. Il veut jouer, il joue, il veut dormir, il dort, il veut pleurer, il pleure, il veut manger, il mange, etc. Donc il va suivre en fait ces flux internes qui s'avèrent complètement, qui lui appartiennent complètement et qui n'ont pas de composante ou peu d'influence sociale. On va le mettre à l'école et on va lui apprendre une première chose, ce qu'on fait d'ailleurs tous très bien dans cette salle, rester assis très longtemps. Et surtout pas se masser le dos, sinon on a une punition. Alors rester assis très longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, peu importe les matières apprises, on va dissocier peu à peu l'être et le faire. L'intelligence collective pyramidale produit des gens extraordinairement doués dans le faire, incroyable, et extraordinairement sous-développés en méconnaissance d'eux-mêmes dans l'être. Si vous voulez vous connaître vous-même, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, vous allez prendre des voies de côté, vous avez le choix de le faire, mais en tout cas, institutionnellement, la société, les sociétés à intelligence collective pyramidale, toutes, hein, peu importe les époques, ont ceci qu'elles font des gens très développés dans le faire et peu développés dans l'être. Et l'être, il faut, si on veut, aller le conquérir beaucoup plus tard. Et ça commence par des disciplines sur le corps. On va immobiliser le corps. On va dire, toi, Benoît, tais-toi, arrête, assieds-toi, etc. Toi, tu vas avoir une punition, et on va vous donner des devoirs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y a cette séparation où on devient un être extrêmement mentalisé. On voit le monde par la fenêtre de la tête, des sens ici du mental, et on oublie peu à peu ce qui peut se passer dans le reste du corps, ou alors il faut aller le reconquérir par la suite. Alors j'insiste dessus parce que nous vivons aujourd'hui, et ça je l'observe dans tous les pays du monde, j'ai la chance de voyager beaucoup, et je l'observe dans tous les pays du monde, les gens souffrent de plus en plus de cette séparation de l'être et du faire. Il y a un mouvement mondial vers l'individuation. Et je fais bien la différence entre individualisme, moi contre les autres, et l'individuation, moi avec les autres. Ce mouvement-là, évidemment, fait les choux gras de nombreux coachs. Non, mais pour dire les choses plus gentiment et plus en réalité, Dieu merci, il y a de plus en plus de coachs, donc de gens qui prennent en main cette question et qui vont aider de toute façon, peu importe les domaines, ils vont aider les gens, les êtres, à aller de plus en plus vers eux-mêmes, vers leur individuation. Alors, je vais dire tout ça très bien, sympa, bien joli, mais imaginez une entreprise et imaginez une société où les gens deviennent super individués. Vous imaginez le niveau de complexité? Parce que dans une grande entreprise ou dans une entreprise, vous avez des définitions de poste ici. Les définitions de poste, ça veut dire que vous allez rentrer donc dans un moule lié à une définition de poste, mais ça prend moins en compte en tout cas cette question d'individuation. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui va de plus en plus vers l'individuation des gens, la diversité, la prise de décision, la participation à tout, elle installe dans son système des boucles de rétroaction beaucoup plus complexes que la simple chaîne de commandement. Et de plus en plus de gens se trouvent dans une souffrance profonde entre une double injonction, celle de dire individuez-vous, prenez des initiatives, etc., mais continuez dans ce schéma-là. Et là, on a de la souffrance. On a beaucoup de souffrance. Et tout le paradigme des coachs, des psychologues et autres, des gens qui vont aider à la transition, peu importe, la difficulté peut consister à dire « Ok, je vais t'aider à aller mieux, mais tu continues là-dedans. » Parfois, il faut aller plus loin et se dire « Tiens, n'y a-t-il pas aussi quelque chose à changer à la structure ?» Et justement, ces limitations font le lit de l'évolution. Et on voit arriver cette quatrième forme d'intelligence collective. Ah pardon, je ne l'ai pas dit, on appelle ça le panoptisme. Je fais une petite parenthèse, j'ai oublié. Un panoptisme dans l'intelligence collective pyramidale, ça veut dire qu'on se trouve tout en haut et on voit l'ensemble mais sans le détail, ou si on se trouve tout en bas, on a le détail mais pas la vue d'ensemble. On appelle ça le panoptisme par opposition à l'holoptisme. Alors, je vais vous demander maintenant de comparer justement cette structure-là et celle-là. Là, on touche à une partie de l'intelligence collective en tant que discipline qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux, le Social Network Analysis, SNA,
On a de plus en plus d'outils pour faire de la visualisation graphique, hein, de la façon dont des gens, des organisations se connectent. Hein. Alors sans devenir expert et de voir, on va dire, les statistiques mathématiques de connexion, rien qu'en regardant ces deux structures, qu'auriez-vous envie de dire entre celle-là donc à votre gauche et celle-là à votre droite? Quelques commentaires, quelques intuitions. Elle est en harmonie à gauche. Harmonie à gauche? Organisée, ordonnée. Organisé, ordonné à gauche? Oui. Madame? Des flux? Où ça? Des groupes de liens? Oui. Structuré à gauche, oui. Alors si vous voyez, on ne voit pas forcément très bien, effectivement, du fait de la lumière, mais sur la photo de droite, vous avez des milliers de petits liens. Hein, d'accord? Voilà. Il s'agit d'images, donc de gens, hein, et connectés par des tas de fils de petits liens. Voilà, on les voit beaucoup plus sur la photo de gauche. J'aurais dû vous préciser. D'autres choses? Pardon? Plus de liberté sur celle de droite, oui. D'autres choses, d'autres commentaires? Pardon? Sous contrôle à gauche. Pourquoi? Structuré? Ouais. Isolement aussi. Isolement, pourquoi? Il semblerait que certains soient reliés à personne d'autre. Certains reliés à personne d'autre. Donc vous voyez, oui, madame? Grande résilience à droite. Pourquoi? Oui. Plasticité plus grande à droite. Expansion. Ouais. Moi, ça me fascine de vous entendre. Parce que, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir 15 ans d'expérience dans le domaine, il suffit déjà de regarder. Effectivement, à gauche, vous avez une entreprise à intelligence collective pyramidale, simplement représentée différemment, et on voit tout de suite les silos, des zones qui ne communiquent pas entre elles, une quantité de liens beaucoup plus limitée, des zones de densité de communication, bien entendu. Et puis, à droite, vous voyez la quatrième forme d'intelligence collective dont je vais vous parler, qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. On reprend le terme holos, holistique. Hein. Et là où on va avoir un maillage bien plus dense, bien plus important que dans l'intelligence collective pyramidale. Alors, quel type de maillage? Eh bien là, on a déjà des modèles dans la nature, à commencer par le rhizome. Hein, quand vous allez dans la forêt, il se passe souvent même plus de choses sous nos pieds qu'au-dessus. Finalement, au-dessus, on a les poumons. Mais sous nos pieds, on a des connexions absolument incroyables, rhizomatiques, hein, de toutes formes aussi de champignons, de racines, etc., et qui connectent cette forêt, qui lui donne une unité. Et bien entendu, aussi dans notre cerveau, on trouve une structure sur la droite tout à fait équivalente à celle de notre cerveau, qu'on peut trouver sous d'autres formes de graphes aussi, comme les structures, les connexions neuronales. Et là, vous n'avez pas un neurone CEO qui va dire à des neurones VP ce qu'ils vont faire, et ainsi de suite. Ça se passe tout à fait différemment. Il y a bien entendu beaucoup de structures, il y a de l'émergence, mais en même temps, quelque chose qui, dans cet apparent chaos, a une congruence, une homogénéité absolument extraordinaire. Voilà cette intelligence collective holomidale qui émerge. Là, vous avez une image de l'Internet, déjà assez ancienne, où à chaque fois, on va retrouver cette structure rhizomatique. Alors, quelques caractéristiques de cette intelligence collective holomidale. Première chose, déjà, le côté ouvert. Donc, on entend open source, open innovation, open transport, open data, enfin, tout ce qui cherche finalement à ouvrir pour limiter tous les mécanismes de silos, de propriétarisation des choses. Autre caractéristique, le côté distribué. Distribué ne voulant pas dire nécessairement égal, ça ne veut pas dire que tout le monde devient égal, fait la même chose, etc. On ne passe pas d'un tout vertical à un tout à plat. Il y a du leadership. Si moi j'ai 20 ans d'expérience dans un domaine, j'ai certainement plus de leadership que quelqu'un qui a 1 an d'expérience, et vice-versa. Donc on voit se constituer en fait des chaînes neuronales de création de valeur, ça veut dire des gens qui vont s'assembler ensemble pour faire des projets, et se désassembler, se reconstruire autrement. Donc effectivement, vous l'aviez dit, une très grande plasticité. On a des collectifs non localisés, locaux et globaux, extrêmement apprenants, agiles, et capables de constituer, de construire des projets d'une très grande complexité, hein, autour d'artefacts ou de logiciels, et ça n'a que quelques années. Ça veut dire qu'on se trouve encore dans la phase bébé, dans la phase enfant
de l'intelligence collective holomidale. Par exemple, une chose qu'elle n'a pas encore réalisée, mais qu'elle va faire dans les années qui viennent, elle va inventer les technologies post-argent. Les technologies post-argent. Alors ça, très important, les technologies post-argent, très important parce que j'y travaille déjà moi-même, bien entendu, depuis pas mal d'années. L'argent, je vous le disais, ça constitue une technologie de l'intelligence collective pyramidale. Qui a joué au Monopoly? Levez la main. Bon, alors, qui n'a jamais joué au Monopoly? Impressionnant, vite d'ici. Pas une main se lève. Ok. Eh bien, quand on joue au Monopoly, on fait l'expérience d'un phénomène physique qui s'appelle l'effet Pareto. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vilfredo Pareto, il s'agissait d'un sociologue et d'un économiste italien de la fin du 19e siècle, qui se balade dans quelques pays, dans pas mal de pays, et qui s'aperçoit que finalement, peu importe le régime politique, le système économique en place, le système fiscal, la culture, les ressources, etc., il y avait une loi de répartition de la monnaie qui semblait peu influencée ou peu influençable par les paramètres extérieurs, ce qu'on appelle couramment la loi des 80-20, où 20% de la population possède environ 80% des moyens ou des richesses financières. Alors ça a un côté plus complexe que ça, mais quand on joue au Monopoly, on démarre dans un monde tout à fait idéal, chacun démarre à égalité, et pourtant, au bout de quelques tours, plus j'ai d'argent, plus je peux en investir, plus je peux en investir, plus j'en gagne, plus je peux investir, plus je peux investir, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle un phénomène de condensation. Le terme technique, ça veut dire ça. Concentration monétaire veut dire condensation. Si j'ai plus d'argent, à contrario, d'autres joueurs vont en avoir de moins en moins, et de moins en moins, et de moins en moins, puisqu'ils vont me payer de plus en plus de loyers, et vont s'appauvrir. On a des courbes exponentielles comme ça, jusqu'à un point de non-retour, jusqu'à la fin de la partie. Qui a gagné? Celui qui a tout? Eh non. Personne n'a gagné, en fait, dans le Monopoly. Tout le monde perd. Everyone loses. Il s'agit d'un jeu à mort collective. Dans le jargon de la théorie des jeux, on appelle ça un jeu à mort collective. Ouais. Finite games et collective death game, absolument. Pourquoi? Parce que même si j'ai tout ça de billets, je me retrouve aussi économiquement mort que les autres. Déjà, les autres ne peuvent plus échanger entre eux, ils n'ont plus accès à l'outil. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de richesse, ils n'ont plus accès à l'outil. Et moi, j'ai tout, mais je n'ai plus de partenaire pour jouer. Donc je me retrouve, sauf si je change les règles du jeu, mais je me retrouve aussi économiquement mort que les autres. Alors très intéressant, première conclusion. Deuxième conclusion, vous pouvez mettre autour du jeu de Monopoly les gens les plus sages du monde, les plus bienveillants, vous allez leur dire simplement de jouer, de faire commerce entre eux, pas de mauvaises intentions. Eh bien, toute leur sagesse du monde ne va servir à rien, ils vont finir avec des riches et des pauvres. Et ça nous montre donc qu'il y a de manière engrammée dans la technologie argent des mécanismes de concentration, de condensation, et qui vont de corrélation avec la concentration du pouvoir. Partout, à toutes les époques, vous verrez une corrélation absolue entre la concentration du pouvoir et la concentration monétaire. Toujours. Et ça sert parfaitement l'intelligence collective pyramidale. Elle a besoin de ce genre de technologie pour exister. Je n'ai pas de jugement, attention, par rapport à ça. Mais je dis simplement que maintenant, quand on passe dans l'intelligence collective holomidale, ce type de technologie qui constituait une des clés de voûte de l'intelligence collective pyramidale, ce type de technologie devient toxique. Parce qu'on a besoin de partager des ressources, on a besoin d'ouvrir les notions de propriété qui s'avèrent caduques, obsolètes, qui ne nous servent plus. Et donc, cette intelligence collective holomidale qui apparaît, elle se cherche et elle va bientôt, dans les années qui viennent, vous allez voir, basculer sur quelque chose qui n'a plus besoin de l'argent. Et là, ça va amener une rupture considérable. Parce que l'essentiel, regardons, faisons cette introspection, combien de décisions avons-nous prises aujourd'hui, cette semaine, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, liées à l'argent? Combien? Ne serait-ce qu'aujourd'hui. Les choix qu'on fait inconsciemment, du matin au soir, liés à la rareté de l'argent. Quel mode de décision, quelle relation aurions-nous avec nos pairs si on fonctionnait sur une ressource non pas rare, mais dite suffisante? Ça veut dire qu'il s'avère en adéquation exacte avec ce que l'on peut offrir ou recevoir. Avons-nous aussi la possibilité de passer de l'économie de marché à l'économie du don? Parce que l'économie du don, elle fonctionnait dans l'intelligence collective originelle. Elle n'a pas inventé la monnaie, l'intelligence collective originelle. Elle fonctionne dans l'économie du don.
Elle a énormément de propriétés, cette économie du don. Je ne parle pas là du côté bisounours, sympathique, etc. Je parle d'un système, la puissance du système de l'économie du don qu'on n'a jamais su faire à grande échelle. Donc il a fallu passer à l'économie de marché. Je donne à condition que tu me donnes, sinon il n'y aura pas de circulation. Eh bien nous avons aujourd'hui cet Internet qui arrive et tout ce qui touche au socialware, communityware, nous permet aussi de créer des plateformes où les gens vont pouvoir donner et recevoir avec un équilibrage des ressources. Et ça ne fait que commencer. Mais imaginez, ça va toucher au plus fin rouage du contrat social. J'essaie de vous permettre de sentir, à partir du moment où on s'affranchit de l'argent, tout ce qui va pouvoir se passer, se dérouler derrière. Et ça va venir dans les années qui viennent. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de cette nouvelle intelligence collective qui arrive. Je vais rester conscient du temps. Et puis surtout, vous allez trouver beaucoup de choses sur Internet. Qu'il s'agisse d'imprimantes 3D, qu'il s'agisse de tout ce qui touche au socialware, communityware, ça veut dire tous ces logiciels qui permettent à des collectifs de s'auto-organiser, de prendre leurs décisions ensemble, de créer une mémoire collective, de gérer les conflits, de gérer les projets complexes ici, là-bas, de manière globale, de créer de l'holoptisme augmenté. Tout ça, ça arrive et je pourrais vous en parler des heures. Mais je vais basculer dans une autre partie, la deuxième partie. La deuxième partie, j'aime bien l'appeler le nous dans le jeu. Parce qu'avant, là, je vous ai parlé du jeu dans le nous. Ça veut dire comment, finalement, en tant qu'individu, nous avons constitué certains collectifs, et puis comment ça se reconfigure, comment ça se réassemble. On voit un petit peu, justement, sur des schémas, comme on a vu là, du design social, comment ça se réagence. Mais on oublie l'autre partie, certainement la plus difficile, et la plus passionnante, en tout cas de mon point de vue, le nous dans le jeu. Je m'explique. Le nous dans le jeu, finalement, la société, elle arrive à moi, et je la perpétue. Je fais un point nodal de passage où les choses m'arrivent, et je les perpétue. Et on fait tous la même chose. Par exemple, je vous parle une langue, je vous parle le français, il s'agit d'un objet collectif. Et ce français, à partir du moment où je l'énonce tel qu'on me l'a appris, je perpétue la langue. Et par la langue, je perpétue la société. Parce qu'il faut savoir qu'une langue, elle contient des couches, des sédiments de milliers et milliers d'années de façon de voir le monde. Elle contient tout notre passé et tout notre présent. Mais elle ne contient pas notre futur. Donc pas de problème avec la langue. La langue, je ne la critique pas, mais simplement, il faut savoir qu'elle représente et le passé et le présent, mais pas au-delà. Il y a des choses que le français ne me permettra jamais d'exprimer. Il y a des choses que le chinois ne me permettra jamais d'exprimer. Il y a des choses qu'aucune langue au monde aujourd'hui ne permet d'exprimer. Ça veut dire qu'il peut se vivre un décalage entre ce que nous vivons dans notre conscience et notre capacité d'expression. Comme s'il fallait écrire sur un tout petit bout de papier des choses immenses qu'on peut vivre à l'intérieur. La langue comporte des mécanismes extrêmement archaïques de représentation de la réalité. Et donc voilà, je vais commencer sur cet exemple-là, du nous dans le jeu. À partir du moment où je parle une langue, comme le français maintenant, ou l'anglais, ou peu importe, eh bien, je perpétue ce nous, puisque j'énonce cette langue, j'énonce sa façon de représenter la réalité. Alors je peux me poser la question, et pourquoi je ne la ferai pas évoluer moi-même déjà, cette langue? Pourquoi je ne me hackerai pas? Eh oui, parce qu'on parle de hacking tout le temps, des voitures, des ordinateurs, des imprimantes, des avions, etc., mais on peut se hacker soi-même. Et donc j'ai décidé justement, ça touche à cette partie, de travailler sur moi-même, voir comment je pouvais me hacker. Et j'ai décidé de faire évoluer le français et l'anglais, les deux langues que je parle couramment. J'ai encore du mal avec l'espagnol. Et notamment donc de parler un autre français qu'on appelle le F', F pour français et prime dérivé du français, comme une fonction prime. En anglais, on dirait E'. Alors je vais vous poser la question, avez-vous noté une différence sur la langue que je parle? Avez-vous remarqué quelque chose? Yes. Je n'utilise pas le verbe être. Je n'utilise pas le verbe être. I don't use the verb to be. Sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas utilisé une seule fois depuis que je vous parle. Alors pourquoi je ferais ça? Voilà, je vous donne ça en tant qu'exemple.
si je dis Genève est pluvieuse. Ah, Genève est pluvieuse. Genève est brouillardeuse. Ou Genève est géniale, peu importe. Je ne vous laisse pas le choix. C'est comme ça. Je vous impose une réalité. Donc, première conséquence, je vous impose une réalité. Premier mécanisme de micro-violence engrammé dans le langage. Deuxième conséquence, je ne me relie pas à moi-même. Ça veut dire que je ne me rappelle pas à moi-même, dans mon propre énoncé, comme créateur de mon expérience. C'est. Maintenant, si je dis, je trouve Genève pluvieuse, je trouve Isabelle timide, je ressens que, je crois que, etc. Deux conséquences. Première conséquence, je me relie à moi-même en tant que créateur de mon expérience, dans mon propre énoncé. Et deuxièmement, j'offre mon expérience aux autres qui peuvent avoir des expériences tout à fait différentes. Et vous voyez que déjà que rien que ce changement, ce petit hacking, j'ai touché juste un gène de la langue, eh bien pour moi, ça a changé énormément de choses. Ça a une deuxième conséquence aussi très importante. To be or not to be. Être ou ne pas être. On déploie la réalité de façon binaire. Les choses sont ou ne sont pas. Ça correspond-il vraiment à l'expérience qu'on a de la réalité? Fonctionne-t-elle vraiment de la manière binaire? Regardez quand vous écrivez, quand vous parlez, faites cet examen intérieur. Dans un paragraphe, dans une série de 5 phrases, combien de fois vous aurez utilisé le verbe être? Les choses qui sont ou ne sont pas. 1. En imposition. 2. En séparation de vous. Et 3. En décrivant une réalité impermanente, mais de manière complètement binaire. Et vous verrez que ça a des conséquences gigantesques. Donc vous voyez que, alors évidemment, ce que j'ai fait, ça marche pour le français, ça a fait évoluer ma langue, le français. Et je ne dis pas qu'il faut faire ça pour toutes les langues, parce qu'il y a des langues qui n'ont pas de verbe être, par exemple. Ça marche plutôt sur le positionnement des mots. Il y a des tas de langues. Mais ce que je veux dire par là, toute langue peut évoluer. Toute langue contient des archaïsmes que l'on peut désactiver, ou des formes violentes que l'on peut désactiver, et qui vont avoir des effets importants. Imaginez rien que ce verbe être, quand ça se joue entre des chefs d'État, entre tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Ça commence dans l'espace intime de la famille, des amis, sur les petites choses comme ça. Mais quand ça devient des enjeux aussi importants. Donc ça ne résout pas tout, mais voyez, une chose à la fois. Voilà un exemple que j'ai pris et qui se joue dans le je, le nous dans le je. Et ça se joue dans le corps, parce que je peux vous dire, pour changer les structures sémantiques que l'on m'a données à la naissance, il a fallu un petit peu d'effort. J'ai commencé par l'écriture et puis après j'ai continué. Allez, un autre exemple de hacking, les codes sociaux. Les codes sociaux, pareil, aucun code social, j'espère qu'il n'y en a pas qui essaient de voir si j'ai le verbe être. Bon. Aucun code social n'existe là par hasard. Aucun. La façon dont on se dit bonjour, la façon dont on s'assoit, la façon dont nous allons manger, ici, nous parler à table, a commencé notamment par le fait de joyeusement nous interrompre, ou de ne laisser aucun temps de silence. On parle les uns après les autres, très très vite. On appelle ça d'ailleurs prendre la parole, comme si on prenait un objet. Alors je vais vous demander justement une visualisation. Imaginez la parole comme un plat de nouilles. D'accord? Alors, le plat de nouilles se trouve là, je veux parler. Hop, je prends le plat de nouilles. Je me sers. Oui, mais quelqu'un veut parler. Hop, il me l'arrache des mains. Il se sert. Il le pose parce qu'il a fini. Hop, quelqu'un saute dessus pour le prendre. Donc finalement, la prise de parole, si on la transposait sur un objet physique, comme un plat, vous imaginez, vous pourrez s'amuser à ça ce soir, ça va donner une ambiance rigolote, mais vous imaginez ce que ça voudrait dire. Alors, faisons le constat que je me trouve en état de sagesse et d'inspiration si je laisse suffisamment de silence en moi. Pourquoi ne pas installer ce silence aussi dans la relation avec mes pairs? Et donc j'ai décidé de ne parler qu'après une longue respiration. Alors pas pour dire bonjour, au revoir, tout à l'heure, passe-moi le sel, passe-moi le sel. Tu disais quoi déjà? Non, évidemment. Mais dès que je sens que la conversation va vers de la conversation, à ce moment-là, je ne parle plus qu'avec cette respiration que je fais avant. Alors, ça amène plusieurs choses. Primo, déjà, une connexion à moi-même, un centrage.
Et je vais même dire plus aujourd'hui, avec la pratique, une vraie méditation. Une méditation, on n'a pas besoin de 3 heures pour se mettre en état de méditation, en état de non-pensée. Avec la pratique, il faut parfois, un quart de seconde pour basculer dans cet état non-duel de méditation. Ça me met en empathie avec moi-même, ça me met en empathie avec l'autre, ça me permet de ressentir ce que le collectif, 2 personnes ou 20 ou peu importe, ressent, ça ouvre mes portes de perception. Ce que je voulais dire, peut-être immédiatement, parce que le mental il fonctionne, je le mets sur l'étagère, je pourrais dire la même chose après, mais ça viendra d'ailleurs, forcément. Je peux voir si j'ai une urgence à vouloir me faire comprendre, que les gens pichent quelque chose, etc. Et tout ça, je le laisse de côté. Et puis surtout, je laisse la place à l'inspiration. Je laisse venir l'inspiration. L'inspiration, peu importe de quel bord spirituel on vient, on a tous cette expérience de sentir à un moment il y a quelque chose qui nous inspire. Justement, ça vient de l'extérieur. Voilà. Imaginez quand un groupe se met à faire ça. Je connais de plus en plus de groupes dans le monde qui font ça, qui appliquent ce qu'on appelle les 6 accords, ou 6 principles, 6 agreements, pardon, en anglais. C'est une petite recette, si vous voulez, de tout ça, mais qui amène les gens à respirer. Et des entreprises, notamment, ils disent on ne prend plus les mêmes décisions aujourd'hui. On ne voit plus la réalité de la même façon. Pourquoi ? Parce que, justement, nous avons équilibré le silence dans nos vies. Ça a eu des conséquences sur ma vie absolument incroyables, puisque aujourd'hui, dans des conversations courantes, je prends le temps de respirer. Souvent, on va me poser une question. Alors, Jean-François, tu penses quoi que... Alors, moi, je commence mes respirations. Et entre-temps, il y a eu 5 réponses. Et puis, ça reprend la conversation ailleurs. Je ne dis rien. Et ça me va très bien. Ça me laisse du temps. Ça me laisse du temps de réfléchir à ce qu'on m'a demandé. Peut-être qu'à un moment, on m'écoutera. Et là, j'aurai eu le temps de trouver cette inspiration. Et donc, ça a changé tous mes rapports. Et ça a eu des impacts collectifs incroyables. Alors, je ne viens pas pour vous faire la promotion de ces 2 choses. Je ne viens pas pour vous dire tout le monde devrait respirer avant de parler, tout le monde devrait ne plus utiliser le verbe être. Je vous donne ça comme 2 exemples que j'ai choisis moi dans ma vie, il y en a plein d'autres, où je me hack. Ça veut dire, je me pose la question, il y a quoi qui aujourd'hui vit en moi comme collectif que je peux changer ? J'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon économique de vivre. Je vis par exemple complètement dans l'économie du don aujourd'hui. Les vêtements que j'ai sur moi, l'alimentation, ce que je mange, l'endroit où je vis, tout ce que j'ai aujourd'hui comme richesse matérielle, je l'ai parce qu'on me l'a offert, parce qu'on me l'offre. Et bien entendu aussi, ce que je peux offrir, je l'offre. Qu'il s'agisse, donc, je fais plein de choses avec des entreprises dans le monde, et je leur offre. Alors je leur offre, bien évidemment, il y a des conditions, que ça ait du sens, qu'on fasse en open source, que la chaîne de dons se perpétue, soit vers d'autres, soit vers moi, mais il n'y a pas de conditions de vente lié à ça. Et ça, là aussi, ça a changé énormément de choses. Ça amène à un niveau de relation avec les gens et d'engagement et d'impeccabilité et de soins, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres que l'économie de marché classique ne permet pas. Voilà, alors je vais arrêter, si vous voulez, sur ces exemples-là, simplement pour vous dire que je vous ai parlé ici de ce qu'on appelle les architectures invisibles. Ça veut dire ce qui, de l'extérieur, nous structure, nous donne un ensemble de choses possibles et impossibles, et nous n'en avons pas conscience. Les architectures invisibles, il faut les voir exactement comme l'architecture visible, comme cette salle par exemple. Vous imaginez si on avait fonctionné par exemple en cercle, nous aurions une autre réalité. On va se trouver bientôt dans une autre architecture autour de tables à côté, ça va donner encore une autre émergence. Ce groupe-là, un même groupe suivant la façon dont il va se disposer, les liens, les rapports entre les gens vont changer. Eh bien, ça veut dire exactement la même chose, ça se passe de la même façon lorsqu'on parle de langage, de codes sociaux, d'alimentation, de design, de logiciels, etc., etc. Les architectures invisibles. Alors, pour finir, je voudrais, on va dire, conclure sur 3 points qui vont, je l'espère, alimenter votre réflexion, notre réflexion, et peut-être aussi, je l'espère, les conversations autour de la table, pourquoi pas. La première question. On a l'habitude, justement, par éducation, si en tout cas on a plus de 30 ans aujourd'hui, je pense une bonne partie de la salle, d'opérer dans l'intelligence collective originelle et dans l'intelligence collective pyramidale. On en a appris les codes, on sait opérer là-dedans, on sait lire ça inconsciemment. On a une vision du monde, une structure mentale qui nous permet d'opérer là-dedans. Quel choix
avons-nous d'évoluer vers l'intelligence collective holomidale? Et quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire qu'il y a un monde qui existe déjà, il y a un monde vierge. Il reste à créer et à construire. Il ne nous arrive pas comme ça, tout fait. Quelle envie avez-vous éventuellement d'aller dans cette intelligence collective holomidale? Si vous avez dans cette salle aussi le métier de coach, vous avez certainement exercé le métier de coach soit dans l'accompagnement individuel de personnes, soit dans l'accompagnement d'organisations, et je vous mets la main au feu que vous le faites dans des structures, soit petites, d'équipes ou de start-up, etc., dans l'intelligence collective originelle, soit dans des grandes entreprises, et vous coachez le processus social, les codes sociaux dans le monde passé et présent. En tant que coach, vous pouvez aussi vous dire, peut-être y a-t-il maintenant du coaching à faire pour aider les gens à évoluer, à faire cette transition personnelle et ou aussi collective, la transition des organisations. Il y a un champ extraordinaire à faire. Je pense aussi en particulier à l'ICF. L'ICF qui représente justement une organisation internationale, mondiale, 26 000, 27 000 personnes, de gens concentrés sur le développement personnel, le développement de l'être humain. Cette organisation ne pourrait-elle pas, elle aussi, incarner cette transition, puisqu'elle a déjà tellement une structure en maillage, en réseau, et il y a tellement à faire encore. Mais de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a avant tout une question individuelle. Dans quel monde avons-nous envie aujourd'hui d'exister? Parce qu'il y a ce nouveau monde qui arrive. La deuxième question touche à cette dualité que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde en ligne, ou le monde digital. Autrement dit, aujourd'hui, je peux, si je le désire, construire mon être digital. Ça va beaucoup plus loin que la question de savoir si j'ai un compte Facebook, ou du email, ou peu importe, ou si j'ai une représentation LinkedIn. Là, ça constitue l'ancien paradigme. On voit ça un peu comme des médias. Moi, je parle de constituer notre être de manière pleine et entière, de façon à ce qu'il existe, il vibre, il parle, il s'exprime, il se représente, de la même façon que j'ai une représentation physique, corporelle, avec des molécules, des atomes, des cellules, etc. Eh bien, il a des représentations en pixels, des représentations sémiotiques de sens en ligne. Et comment il va exister en tant que tel. Là aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais par contre, je crois intéressant d'explorer la question pour soi, de se dire, ai-je envie aujourd'hui d'exister en ligne, en tant qu'être plein, entier, qui me représente moi, en tant que moi-même, totalement. Et puis la troisième question, elle touche au corps. Justement, j'en ai parlé du corps et je n'insisterai jamais assez. Vous savez, quand je prends des gens en séminaire, je leur fais travailler au moins 3 heures par jour le corps. Alors on se dit, bah oui, mais l'intelligence collective, plutôt Internet, machin, la technologie. Non, 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 non. Non, non. Ça descend dans le corps. Si vous faites évoluer le langage, la langue, vous allez avoir un sacré boulot à faire dans vos structures profondes, vos structures sémantiques, vos structures psychiques, psychologiques. Vous allez voir vos émotions changer, se transformer, votre construction du monde se changer, dans le corps. Si vous vous posez la question, tiens, il y a quoi aujourd'hui de bon à manger pour moi, physiologiquement, et de bon pour les autres, qui ne relèvent pas de l'économie de l'extraction, et vous allez tout changer dans l'alimentation, forcément. Peu importe les cultures, la cuisine chinoise, marocaine, sud-américaine, peu importe, toutes les cuisines de l'intelligence collective pyramidale, aujourd'hui, elles vont changer aussi. On passe à un autre rapport à l'alimentation. Encore une fois, le corps. On nous a appris pendant des années à l'école à séparer le mental, à rester dans un tunnel, à voir les choses, et à oublier le corps. Eh oui, mais maintenant, si on veut se réunifier, ça va se faire aussi dans le corps. Ça veut dire qu'on apprend par le corps, ça veut dire que nos émotions vont vivre par le corps, ça veut dire que les écoles de demain vont vivre aussi par le corps. Tous les codes sociaux passent par le corps. Donc vous voyez l'importance qu'il y a à aller chercher ça dans le corps, cette espèce de véhicule qu'on rejette comme ça, on n'y pense pas trop, espèce de truc qui nous trimballe le cerveau, là, à droite, à gauche. Eh bien non, il y a énormément à faire là-dessus. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir partagé des choses essentielles qui ont pu vous intéresser. Et puis maintenant, si on veut passer à quelques questions-réponses, j'ai conscience du temps, des limites de temps, donc je m'en remets à toi pour voir le temps des questions-réponses. Merci beaucoup, messieurs, dames. La respiration.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intelligent après ça? À part vous passer la parole. Y a-t-il des questions? Oui. Je vais bouger avec le micro, Jean-François, pour que tu entendes. First of all, I'm deeply impressed, and I thank you very much. It's collective energy or collective intelligence. I believe that's the only future we have. And I'm greatly astonished when I look at your two pictures that on the one hand, all our body, all our existence, all our nature is working on collective energy and collective intelligence. And all our corporations are working in the Pharaon method. Isn't that interesting? And we as coaches, we cement that sometimes. And we do leadership coaching in a system, in a pharaonic system. What are we doing? That's my question. Thank you. And just one more. And there is a reality of already in our world, in collective industry, even in companies. Thank you. Thank you. Well, I don't think I have much to say. You raised the question, and I think everyone has his own answer. I don't think we have a good choice or bad choice. But at least if we know we have the choice, then we have the choice. Yes, that's it. And we have raised consciousness there when we know we have the choice. So thank you. Thanks a lot. J'ai vu des mains. J'arrive vers vous. J'arrive vers vous. Vous êtes debout. J'arrive vers vous. Thank you. I would actually like to build on what Ernst was saying, and I'm just wondering where you see the link to what is already emerging in terms of Teal. I'm sure you've heard about Reinventing Organizations by Frédéric Laloux. Where do you see the link between what you've been talking about and Teal? Well, I see lots and lots of tools and methodologies arising here and there. Maybe some of you have heard about holacracy, for instance, or sociocracy. And so we have like so many tools and concepts that really help for the transition. Now, one thing I think we need to keep in our consciousness, yet most of what we see still operates in the pyramidal world. We try to soften it, to create more links, like in holacracy or sociocracy, like the double link, the double circle and so on. Lots of techniques to try for the companies to really operate and create more and more interconnection and give people more feedback loop, more power, and so on. However, it does not yet question the fundamentals of money as the DNA for power concentration. And I don't say it from a moral standpoint of view. I just say it from a functional or systems point of view. I don't have any judgment about that. But if we use conventional money, look at the monopoly game, you may put the Dalai Lama and the wisest person on earth, and they will end up with rich and poor, just if they play by the rules of money. So it says that we have to go way beyond systemic thinkings, but really hack the fishbowl itself, and also to hack ourselves, like to really see how we can operate with different technologies, like language and so on. So I feel very happy about everything I see here and there, and next move, but yet not sufficient, not yet. I hope it answers or feeds your question. My pleasure. Oui, bonsoir. Un immense merci pour votre conférence très inspirante. En fait, vous venez de répondre à une partie de ma question qui était que pensez-vous des entreprises libérées et est-ce que c'est sur un bon chemin ou pas? Donc, la suite de ma question, c'était, selon vous, quel serait le point qui pourrait faire basculer avec un monde sans argent ou jusqu'où l'entreprise libérée peut aller jusqu'à passer la deuxième étape pour hacker plus librement? Merci. Alors, moi, je vois partout dans le monde qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations, de villes,
de territoire des gens qui veulent s'organiser autrement et qui continuent de le faire dans le monde de l'argent. Et là déjà, je ne dis pas que ça constitue le seul facteur, mais il y aura un sacré, pardonnez-moi l'expression, je vais le dire, il y a un sacré putain de levier lorsque on aura des technologies qui vont nous permettre de créer des systèmes économiques qui ne vont pas naturellement vers la concentration de la monnaie. Attention, des concentrations, il y en a plein dans la nature. Je ne mets pas une idéologie politique là-dedans. Je veux dire, si vous avez beaucoup de talent je sais pas, à chanter, vous allez attirer beaucoup de gens, vous allez créer des concentrations de gens autour de votre talent. Et tant mieux. Hein. Mais là, il s'agit, on va dire, de concentrations émergentes et naturelles. Mais les concentrations de pouvoir que nous avons aujourd'hui n'ont rien d'un processus collectif décidé. Hein. Et en plus, avec une règle du jeu, à savoir la création monétaire, la circulation monétaire et la rédemption monétaire, donc ce type de technologie fonctionne sur des règles du jeu, opaques, obscures et contrôlées par quelques-uns, qu'on ne voit d'ailleurs absolument pas sur l'avant-scène politique. Pas du tout. Le politique leur obéit. Hein. Et là, je ne vous donne même pas aussi une opinion. Si vous voulez creuser, si vous voulez comprendre l'argent, vous avez des documentaires très bien faits aujourd'hui sur Internet, des livres très bien écrits qui expliquent tout ça. Donc, pour moi, de mon point de vue, un des leviers, évidemment pas le seul, mais certainement, à mon sens, le plus important aujourd'hui, consiste à créer les technologies post-argent. Et je fais beaucoup de conférences aussi là-dessus. Ça reste encore aujourd'hui dans un domaine très technique parce que ça va s'engrammer dans les couches de l'Internet. On va dans les couches basses de l'Internet pour mettre en place ces outils. Et fondamentalement, pas pour dire aux gens comment ils doivent créer leur économie, mais pour leur donner les outils pour qu'ils créent leur système économique. Et là, ça se base par contre, pour le coup, sur une idée politique de la chose, parce qu'il y a de toute façon de la politique partout, y compris dans Internet. Il y a un projet social et politique dans le design qui dit, voilà, aujourd'hui, tout collectif doit avoir le droit imprescriptible d'utiliser les technologies qu'il veut pour sa propre économie. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, on doit utiliser l'argent. Et on le fait tellement qu'on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une règle imposée, pas plus qu'au Moyen-Âge, par exemple, les gens ne réalisaient que la terre pouvait leur appartenir. Non, ça appartenait forcément à un seigneur. Il y avait une association telle qu'on ne savait pas conceptuellement dissocier les choses. Eh bien, les gens aujourd'hui ont un mal fou conceptuellement à comprendre que l'argent relève simplement d'une technologie dans laquelle s'engramme une vision de la société et qu'on peut changer ça et qu'on a ce droit-là. Voilà. Merci. Alors, plus qu'une question, pour des questions de temps, oui. Et je me rendrai disponible. De corps aussi, peut-être besoin de boire, de manger. Soyons simples, soyons fous. Du coup, je me sens un peu gênée. Non, en fait, je me demandais, signifie-t-il pour autant que c'est l'argent ou la monnaie en fait à changer dans ce système, parce que ça pourrait être effectivement une technologie avec des règles différentes, avec un système différent. Ou vous préconisez vraiment, on élimine un et on le remplace par un autre des systèmes. Je fais référence là à la monnaie, au système là, donc monétaire de l'argent. Pour ma part, je suis une vision que j'espère assez pragmatique, qui consiste à ne pas lutter contre, mais à faire mieux. Et donc, si à partir du moment où on fait quelque chose qui permet notamment d'utiliser nos téléphones portables, y compris un vieux Nokia, je n'ai pas forcément un smartphone, mais de faire que des gens qui n'ont pas d'argent, et Dieu sait s'il y en a dans le monde, qui n'ont pas d'argent mais qui ont un téléphone portable, puissent commencer à créer des échanges et à faire vivre dans leur milieu économique, sans utiliser d'argent, ils vont utiliser le système. Donc il ne s'agit pas d'aller contre l'argent, il ne s'agit pas de faire une lutte contre quelque chose, mais de faire mieux. Voilà, donc on se base là-dessus, et on travaille avec bien sûr tout un réseau de gens à l'international sur les protocoles de cette technologie, comme le TCP/IP, à un moment, des gens qui ont travaillé sur le TCP/IP, il y avait quelque chose de très technique là-dessus, mais grâce à ça, on peut faire circuler des images, du son, des emails, et ça ne nous dit pas comment on doit le faire. Ça nous laisse l'entière liberté. En gros, on nous donne des Legos. Eh bien, il s'agit de donner des Legos aux gens, ça veut dire la capacité de créer eux-mêmes
leur système, et il y aura plein de systèmes qui vont fleurir, qui doivent devenir interopérables. J'insiste là-dessus. Hein. L'interopérabilité, ça permet la diversité. Quand vous regardez une forêt, vous n'avez pas la plus grande diversité qu'une forêt. Vous avez des lapins, des machins, des animaux, des lierres, des arbres, etc. Et pourtant, ça fonctionne ensemble parce qu'il y a de l'interopérabilité. Des odeurs qui fonctionnent ensemble, des systèmes hormonaux, des énergies, etc. Eh bien, on doit travailler avant tout sur cette interopérabilité qui permettra la diversité. Et l'intelligence collective pyramidale a horreur de la diversité. Elle aime unifier. Elle aime simplifier pour que tout fonctionne ensemble. Là, encore une fois, ça tient à sa structure. Donc, interopérabilité, voilà. On finit là-dessus ? Merci. Merci beaucoup. Bon appétit.